Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde. Et à tous, bonne fête de l'indépendance et merci de rester branchés sur Mondico Télévision. Bienvenue sur le plateau spécial du 30 juin. Le 30 juin 1960, la proclamation de l'indépendance du Congo. 30 juin 1960, le Congo sorti de l'ère coloniale sous contrôle de Belges. Alors une date très importante, commémorative et festive pour tous les Congolais. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon invité spécial, M. Marius. Il est analyste politique non seulement, mais aussi défenseur de bien-être à la population, à qui je dis bonsoir, M. Marius. Bonsoir Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de l'invitation que vous nous avez lancée, en fait de réfléchir ensemble sur les acquis, n'est-ce pas, les acquis, l'héritage de 64 ans d'indépendance, donc depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous avions bien utilisé ou bien nous avions bien géré les acquis que nous avions réussi, n'est-ce pas, de la colonisation jusqu'à ces jours ici? Qui est M. Marius? Comme vous l'avez dit, je suis Marius Moubalama, un analyste politique indépendant et défenseur du bien-être de la population, parce que comme je l'ai toujours dit, toute politique publique mise en place doit toujours concourir à l'amélioration du bien-être de la population. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui est en place, donc toute son action est concentrée sur l'homme, sur le bien-être de la population. Et quand ce bien-être-là n'est pas atteint, quand on n'arrive pas à accorder ou à octroyer à la population le bien-être, c'est que quelque part la politique a échoué dans son action. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer, pour impacter positivement la vie humaine. Et nous sommes là, on se bat pour que le bien-être de la population soit une réalité. Parce que avoir la façon dont notre pays, sur le plan légal, et donc tous les textes que nous avons, tout ce que nous avons, en fait, tous les textes légaux, tout ce qu'on dit, richesse naturelle et j'en passe, tout ça doit concourir à l'amélioration de la vie sociale, du bien-être de la population. Ça veut dire octroyer à la population la libre circulation d'un membre donc de la population et de leurs biens, une éducation qu'il faut, des logements décents, les soins de santé qu'il faut, et c'est là qu'on peut dire que non, le bien-être est assuré à la population et également la sécurité. Voilà, comme a dit hier le président de la République, président Fachi, lors du discours sur le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, il a dit que, donc, ensemble, nous allons poursuivre l'œuvre inachevée de nos pères. Donc, lorsque nous parlons du 30 juin 1960, nous voyons directement Patrice Emery Lumumba qui est gravé dans nos mémoires, n'est-ce pas, M. Marius? Oui, Patrice Emery Lumumba, c'est un pilier d'une très grande importance dans la lutte pour l'indépendance. Et la vision était claire pour Patrice Emery Lumumba, c'était de libérer la population congolaise de cette ségrégation dont nous avions été victimes. Vous savez qu'à l'époque coloniale, il y avait des endroits où les Congolais ne pouvaient pas arriver. Par exemple, prenons ce qu'on appelait à l'époque Kalina, actuellement Gombe. C'était un espace réservé uniquement pour une certaine élite, et particulièrement les colons. Et les Congolais ne pouvaient pas aller à ces endroits-là. Il y a d'autres endroits en Afrique où il y avait ce qu'on appelle l'apartheid, comme par exemple en Afrique du Sud, où l'homme noir ne pouvait pas, n'est-ce pas, partager le même moyen de transport avec l'homme blanc. Et cela aussi, c'était aussi le cas ici. Et il y avait cette ségrégation raciale-là. Il y avait certains postes de responsabilité où l'homme noir ou bien les colonisés qui étaient congolais de son temps, ils ne pouvaient pas accéder. Mais avec l'indépendance, ça a libéré, n'est-ce pas, cet état de choses, cette mentalité-là. Et les Congolais pouvaient maintenant avoir le droit
d'aller en ville, d'accéder à certaines responsabilités. Mais on doit signaler qu'à ce moment-là, les Congolais n'étaient pas aussi prêts, n'est-ce pas, pour accéder à d'autres responsabilités ou bien gérer le pays à un certain niveau de responsabilité. Et vous allez voir qu'en conséquence, lorsque l'indépendance est octroyée, le gouvernement est mis en place de Lumumba, il y a eu du coup un conflit qui s'était créé entre le président qui était Kassavubu et son premier ministre. C'est le président qui révoque son premier ministre et le premier ministre aussi révoque son président, et ça a créé une forme de tohu-bohu, un conflit méli-mélo qui a conduit après, n'est-ce pas, à l'assassinat du premier ministre. 6 mois, juste 6 mois après l'investiture du gouvernement, et ça a mis le pays dans une situation de conflit interminable et qui a tiré vers le bas encore tout ce qu'on a eu comme acquis, et ça a impacté négativement, n'est-ce pas, l'avancement du pays, parce qu'à ce moment-là aussi il y a eu des sécessions qui se sont créées. Vous allez vous rappeler des sécessions katangaises avec Tchombe, vous allez vous rappeler le mouvement mouléliste, n'est-ce pas, les lumumbistes qui s'étaient soulevés pour défendre Lumumba, et tout ça, ça n'a pas permis à ce que le pays puisse bien décoller, et ça a été un problème sérieux qui ne nous a pas permis, n'est-ce pas, de consolider vraiment les acquis que nous avions réussi. Parce que vous allez vous rappeler, s'il faut remonter un peu l'histoire. Oui, parce que les Belges ont considéré ce discours comme un affront. Et ça, je voulais arriver par là. Vous allez vous rappeler, quand vous remontez un peu l'histoire, c'est en 1908, après beaucoup des atrocités qu'a créé Léopold II, qui gérait l'État indépendant du Congo comme son patrimoine privé, n'est-ce pas? Il a eu à créer beaucoup de dégâts. C'est à ce moment-là qu'on coupait les gens le bras, parce que quand on vous envoyait d'aller récolter les caoutchoucs, par exemple, et que vous n'arrivez pas à remplir le récipient qu'on vous donnait, on vous coupait le bras. La population vivait dans un chaos dont indescriptible. Et après ça, le roi Léopold II s'était retrouvé dans une impossibilité, n'est-ce pas, de continuer à gérer. Et du coup, il a décidé de céder l'État indépendant du Congo à la Belgique. Et ça, c'était le début de la colonie belge. Donc, l'État indépendant du Congo devient la colonie belge. Et, n'est-ce pas, avec la colonie, pour essayer un peu de laver, n'est-ce pas, malgré les inégalités qui étaient toujours perceptibles, de laver l'image du roi Léopold II, ils sont venus maintenant avec des investissements colossaux. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer, n'est-ce pas, à construire des logements sociaux, à créer des écoles, à construire des routes, à construire des chemins de fer, à construire des hôpitaux pour la population. Mais au-delà de ça, l'injustice était toujours perceptible. Il y a des endroits où les Congolais ne pouvaient pas aller, il y a des études que les Congolais ne pouvaient pas faire, il y a des niveaux de responsabilité que les Congolais, donc les colonisés, ne pouvaient pas, auxquels ils ne pouvaient pas accéder, et c'était toujours compliqué. Donc les Congolais étaient vraiment sous contrôle des Belges. Non, ils étaient colonisés. Et l'investissement que les Belges ont amené au pays, ce n'était pas bien sûr pour servir l'intérêt national ou pour servir le bien-être de la population. Parce que dans la mentalité, ils ont inculqué à la mentalité collective des Congolais de l'époque de travailler, n'est-ce pas, pour fournir la matière première ou bien la matière première aux entreprises occidentales, donc aux entreprises capitalistes occidentales. C'est ainsi que, quand vous voyez les tracés même des chemins de fer, ce sont des chemins de fer qui sont tracés dans le sens d'évacuer les matières premières à l'extérieur. Toutes les routes qui ont été construites, ce n'était pas dans le sens, n'est-ce pas, d'intégrer le pays, mais c'était des routes qui étaient faites pour faciliter l'évacuation de matières premières vers l'extérieur, que ce soit les matières premières minérales, que ce soit les matières premières agricoles. C'était ça la difficulté. Mais, après l'indépendance, nous, Congolais, l'élite congolaise, devrait maintenant travailler dans le sens de tourner la tendance ou bien d'inverser la tendance, en fait que c'est tout ce qui était légué par le Belge travaille maintenant pour l'intérêt de la population. Et pour revenir à ce que vous avez dit qu'il y a eu un discours, n'est-ce pas, qui a été fait le jour de l'indépendance. Et ce discours-là, je le situe au niveau de la compréhension. Les compréhensions des rois Baudouin, qui étaient là, les rois belges,
et la compréhension de notre Premier ministre, l'héros national, Patrice Emery Lumumba, n'était pas le même. Pour le roi Baudouin, n'est-ce pas, c'était un don qu'on octroyait aux Congolais. Et quand vous donnez quelque chose en don, ça veut dire que vous pouvez demander à celui que vous donnez de ce qu'il fait des dons que vous avez donnés. Quant à Lumumba, pour lui, ce n'était pas un don, mais évidemment, c'était un acquis que nous avions réussi après une lutte acharnée. Hein? C'était à l'issue des combats, n'est-ce pas, des fouets qu'on pouvait recevoir le matin, midi, soir. C'est ces combats-là, c'est grâce à ces combats-là que la population congolaise de l'époque, nos aïeux, ont pu arracher cette indépendance-là. Et du coup, on pouvait faire de notre indépendance ce qu'on voulait. Donc, on pouvait maintenant orienter nos politiques par rapport à notre vision de ce que nous voulons faire maintenant de notre Congo. S'il fallait maintenant travailler pour l'économie congolaise, c'était maintenant le moment. Mais malheureusement, cet élan-là a été étouffé avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en janvier 1960. C'était ça, mais c'était ça le problème. Et c'est à ce moment-là où tout a commencé à basculer dans le sens négatif. Parce que vous allez vous rappeler, quand le Belge quitte la République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance, il y avait plus ou moins 9600 industries, donc entreprises et industries qui étaient installées. Mais on peut aussi souligner qu'à l'époque, ces industries c'était des industries qui étaient tournées, n'est-ce pas, vers l'extérieur. Donc on avait une économie, donc les colons avaient mis en place une économie extravertie. Une économie extravertie, ça veut dire une économie tournée vers l'extérieur. Et quand vous voyez aujourd'hui notre économie d'aujourd'hui, c'est toujours une économie extravertie. Nous dépendons toujours de l'extérieur. Tout ce que nous faisons, c'est lié à l'extérieur. À l'interne, ici, on ne produit pas. Et s'il y a une production que nous avons, par exemple, quand on parle de minerais, ce sont des minerais qu'on produit, donc on exporte de façon brute. Donc, si je vous comprends, M. Marius, vous voulez dire que nous sommes toujours dépendants des étrangers? C'est ça. Donc, la situation économique de 1960, qui était une économie extravertie, le reste aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce que l'élite qu'on avait à cette époque-là, qui était d'abord minoritaire, qui était infime et qui n'était pas assez qualifiée pour gérer les entreprises, en fait que ces entreprises-là puissent se tourner vers maintenant la production locale, pour influer nos entreprises locales, pour que les matières premières qui étaient produites pour les entreprises occidentales puissent bénéficier, n'est-ce pas, à l'industrie locale. Tu vois? Je vais vous dire une chose, à l'époque, il y avait certaines cultures qui étaient obligatoires. Par exemple, la culture de coton, la culture de café, la culture de thé. Donc, chaque Congolais, la culture de caoutchouc, c'était obligatoire. Et ce sont ces cultures-là qui fournissaient des matières premières à ces industries-là. À l'issue de l'indépendance, tellement que nous avions pris l'indépendance comme une liberté qu'on a mal gérée, et on a tout abandonné. Une liberté mal gérée. Une liberté mal gérée. On avait tout abandonné. Là, c'est selon vous, peut-être? Non, parce que c'est ce qui était... En fait, je vous donne, comme je le disais, cette culture-là qui était obligatoire, que tout Congolais devrait faire pour faciliter que les entreprises puissent tourner, qu'on avait abandonné, n'est-ce pas? Et du coup, ces entreprises-là commençaient à avoir des problèmes d'avoir les matières premières. Vous voyez? Au-delà de ça, il y a eu aussi des problèmes d'exode rural. Tout le monde pouvait quitter les villages pour venir dans la ville. Et du coup, il y a eu des lotissements en désordre. Ça fait que les gens ont abandonné, n'est-ce pas, la culture dans le village pour venir travailler en ville. Et ces mêmes problèmes, ces problèmes-là continuent à se vivre aujourd'hui. Ouais. À cette époque-là, on avait un problème sérieux de l'élite. L'élite congolaise n'était pas préparée pour travailler dans le sens d'améliorer le bien-être des Congolais. Ouais. Parce que les entreprises qui existaient, bien sûr que c'était extraverti, mais il y avait des Congolais qui travaillaient dedans. Et quand les Congolais travaillaient dedans, ils avaient des revenus. Ils étaient payés, il y avait des logements. De ça, vous allez voir à Kinshasa aujourd'hui, il y a des traces. Quand vous allez à Bandalungwa, par exemple, vous allez trouver les maisons construites à l'époque par les colons. Quand vous allez à Matete, vous allez trouver le même genre de maison. À Lemba aussi. Quand vous allez à Lemba, vous allez trouver ces mêmes maisons. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa. Quand vous allez dans la ville de Bukavu, quand vous allez à Kisangani, quand vous allez en Équateur, vous allez trouver les bureaux des administrateurs de l'époque qui ont été construits à cette époque-là.
Ouais. Mais malheureusement, tous ces acquis-là n'ont pas été bien gérés. Cette élite-là n'a pas été à mesure de travailler pour renverser la tendance, comme je l'ai dit, en fait que tous ces acquis-là puissent bénéficier à l'intérêt national. Au-delà de ça, Madame Nancia, nous avions connu aussi, comme je l'ai dit, un problème politique sérieux. De 1960 à 1965, il y avait eu un problème très sérieux, un problème politique. C'est en 1961 que Lumumba, en janvier, est assassiné. Et pendant cette période-là, il y a eu maintenant des conflits politiques qui se sont générés. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des sécessions katangaises, il y a eu Kalonji dans les Grands Kasaï qui s'autoproclame empereur et voulait créer son État là-bas. Il y a le mouvement lumumbiste avec Pierre Moulele qui se crée. Et tout ça, il s'est posé un problème de l'autorité de l'État. En fait, l'État n'avait plus maintenant cette autorité-là d'exercer son pouvoir sur toute l'étendue de la nation. Et vous allez voir que ce même problème de cette époque-là se produit aujourd'hui parce qu'il y a des espaces où l'État congolais n'arrive pas à gérer, n'arrive pas à gouverner. Ouais. Et ça, c'est un problème toujours sérieux que nous avons qui se produit déjà en 1960. C'est à 1965 que Mobutu décide de mener son coup d'État contre le président Kasavubu. Le président Kasavubu tombe, Mobutu commence à gérer le pays de main de fer. Et vous allez voir que dans l'espace de 10 ans, de 65 de 65 à 75, Mobutu gère le pays et donne l'impression de pouvoir stabiliser la situation du pays. N'est-ce pas? C'est à cette époque-là, durant cette période-là, que Mobutu construit, comment on appelle ça, le central hydroélectrique de Inga, il construit le bâtiment de la RTNC, il construit des routes, il construit des écoles. En tout, il donne l'impression de pouvoir maîtriser la situation. Et à ce moment-là, la situation économique du pays semblait être stabilisée. Parce que vous allez vous rappeler qu'à ce moment-là, quand on obtient l'indépendance, notre économie avait le même niveau que l'économie canadienne, le même niveau que l'économie sud-coréenne. Mais après tous ces conflits-là, on a commencé à régresser, n'est-ce pas? Et c'est en 1975 que Mobutu prend une décision qui est mitigée. Hein? Donc certains disent des décisions courageuses, d'autres qui disent que c'était une décision qui n'était pas bien réfléchie, de nationaliser les entreprises congolaises. Parce qu'avec les conflits dont je disais, c'est les conflits politiques, les expatriés ou bien certains Congolais qui étaient restés au Congo, qui étaient comme support dans l'administration publique et qui étaient dans des entreprises publiques et privées, ont fui. Et il fallait commencer, et Mobutu a pris la décision de prendre les entreprises de l'État et les donner aux Congolais, qui n'étaient pas du reste compétents, qui n'avaient pas les niveaux pour gérer ces entreprises-là. Et toutes ces entreprises-là ont tombé en faillite. Ces entreprises-là ont tombé en faillite et nous sommes entrés dans un cycle infernal, dans un cycle où des faillites des entreprises publiques et privées. De la crise économique. De la crise économique, s'il faut dire ça ainsi. Voilà, alors je sais que vous avez beaucoup à dire concernant l'indépendance du Congo. Nous allons faire quelques révisions sur l'histoire de notre Congo, l'histoire de l'indépendance à travers le discours du Premier ministre élu du Congo, Patrice Emery Lumumba. On se retrouve juste après. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir,
parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Voilà ce discours qui a poussé la Belgique de bouleverser le Congo parce que les Belges ont cru que Lumumba s'est décidé de leur affronter, n'est-ce pas, M. Marius? Ah oui, comme je l'ai dit, c'est ce discours ici qui a signé l'arrêt de mort de Patrice Emery Lumumba. Selon l'histoire, on nous raconte que le discours ici de Patrice Lumumba n'était pas prévu et que Lumumba, l'héros national, l'homme sur qui repose notre fierté, n'est-ce pas, nationale, avait improvisé. Il paraîtrait même que ce discours a été écrit dans la salle. Parce que quand le roi Baudouin prend le discours, il fait donc il montre comme si c'était un cadeau qu'ils étaient en train de donner aux Congolais. Et quand le président Kassavou prend aussi pour... Cadeau de notre propre pays. Voilà. Et quand le président Kassavou aussi prend parole, il fait éloge aux colons, il donne des remerciements et tout. Mais quand Lumumba, lui, prend parole, il commence maintenant à rappeler, n'est-ce pas, tous les inégalités dont on a été victime, les injustices dont on a été victime, le fouet que les Congolais devraient recevoir matin, midi, soir, parce qu'ils n'ont pas accompli tel ou tel autre tâche. Et c'est ce discours-là qui a heurté la sensibilité des colons. Et ils se sont dit que mais le Messie ici, il n'est pas dans la ligne droite de ce que nous on entendait. Parce que pour eux, ils savaient que non, on octroie l'indépendance, mais nous allons avoir toujours la même mise. Parce que quand vous suivez Van Bilsen, tel qu'il disait, lui, Van Bilsen était dans la logique de ne pas accorder l'indépendance au Congolais en 1960, mais il disait qu'il fallait encore accorder au moins 20 à 30 ans pour que les Congolais soient indépendants. Mais il y avait d'autres vagues là qui disaient non, il faut l'indépendance immédiate. Et donc, c'était ça qui a déclenché ces conflits-là, n'est-ce pas? Et nous avons évolué dans tous ces conflits-là et nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais s'il faut toujours parler, parce qu'aujourd'hui, on doit parler beaucoup plus de l'histoire, avec l'usure du pouvoir de Mobutu. Parce qu'en 1975, quand Mobutu prend cette décision-là de la zaïrianisation, les entreprises tombent en faillite, ils échouent, et c'est quand toute la situation maintenant socio-économique des Congolais commençait maintenant à se dégrader les jours au lendemain. Et en 1997, il y a le courant de AFDEL avec Moselle Laurent Désiré Kabila qui arrive, qui chasse Mobutu au pouvoir. Là déjà l'économie était par terre, la situation socio-économique des Congolais était négative, le bien-être, en fait, l'État congolais n'avait plus la capacité d'accorder le bien-être aux Congolais, la vie était intenable. Et quand Kabila vient, Moselle Laurent Désiré Kabila arrive, c'était avec beaucoup d'espoir. C'est ainsi que vous allez voir que la population avait accueilli avec joie Moselle Laurent Désiré Kabila. Quand Moselle Laurent Désiré Kabila arrive, il vient avec un programme triennal de 3 ans pour chercher à redresser les choses. Malheureusement, la communauté internationale ne l'avait pas accompagné, ne l'avait pas donné les moyens, et lui-même n'avait pas le moyen. Et après, il n'a pas réussi sa politique, il a été assassiné. Après son assassinat, c'est le président Kabila, le jeune, qui arrive au pouvoir. Il trouve une situation désastreuse de l'économie du pays et une situation aussi politique, parce qu'à ce moment, il faut le rappeler que le pays n'avait pas de budget, le pays n'avait pas la constitution, le pays n'avait pas... L'armée était déchirée et le pays était divisé au moins en quatre parties. Mais Kabila, le fils, il s'engage dans la logique maintenant de la communauté internationale, il suit les recommandations des institutions de droits de l'homme, dont le FMI, la Banque mondiale et consorts, il met ça en pratique et on commence à lui donner maintenant les moyens. Et Kabila travaille pour réunifier le pays a été réunifié jusqu'à ce que nous avions eu la constitution de Sun City, n'est-ce pas? Et après nous sommes allés aux élections, et avec Kabila, parce que quand Kabila entre au pouvoir, le pays était endetté jusqu'à plus de 10 milliards de dollars. Quand Mobutu quitte le pouvoir, il laisse le pays avec beaucoup de dettes. Parce que sous Mobutu avait contracté beaucoup de dettes qu'il n'arrivait plus à payer. Et ces dettes-là, Kabila hérite. Mais avec le gouvernement de Mouzito, vous allez vous rappeler,
que nous avions, la gestion de cette époque-là a permis le pays à atteindre le point d'achèvement. Nous étions classés déjà parmi les pays le pays le plus pauvre et plus endetté du monde. Mais vous ne voyez pas que depuis le 30 juin 1960 et l'histoire du Congo belge jusqu'à arriver à l'histoire de la République démocratique du Congo, quand même, les pays n'est plus marginalisé par les étrangers, dominé par les étrangers. Parce que les Congolais ont pris en main leur pays. Non, les Congolais n'ont pas pris en main leur pays. Madame, il ne faudrait pas qu'on se voit à la face. Quand vous voyez... Donc, vous voulez dire que nous sommes toujours dominés par les étrangers ou bien nos richesses sont gérées par les étrangers? Je vais vous donner seulement quelques faits. Nous sommes à Kinshasa, vous et moi. Il suffit seulement que les entreprises ou bien les sociétés pétrolières étrangères ferment ne fût-ce qu'une seule journée à Kinshasa. C'est une crise. N'est-ce pas? Il suffit seulement que les sociétés pétrolières ferment. Il suffit seulement que les Indo-Pakistanais ferment leurs activités à Kinshasa. N'est-ce pas? On meurt de faim, n'est-ce pas? Toute notre économie est toujours dépendante de l'extérieur. Tout ce que nous mangeons à Kinshasa, ça nous vient d'où? De l'extérieur. En fait, vous connaissez les jeunes dames que vous êtes, vous aimez bien manger le pomme, les raisins et tout. Ça nous vient d'où? Ça nous vient de l'extérieur. Le jus que vous buvez, ça nous vient de l'extérieur. Vous voyez? Donc, nous dépendons totalement de l'extérieur. Notre économie reste extravertie. Donc, la domination étrangère demeure toujours. À l'interne, ici, nous ne produisons presque pas. Vous voyez? Les chanchas que vous mangez, les macayabou, ça nous vient d'où? Ça nous vient de l'extérieur. Donc, la situation reste toujours la même. Et pourtant, quand nous accédons à l'indépendance, le pays comptait à l'époque au moins 960 000, pas entreprises, mais industries. Quand vous allez alimenter aujourd'hui, là où il y avait des industries, des unités de production qui donnent des emplois aux Congolais, on a vendu ça et on a laissé la place à des églises pour prier à Dieu de nous donner de l'emploi. Est-ce que vous trouvez la mentalité des Congolais normale? Monsieur Marius, il n'y a pas que de points faibles. Il n'y a pas que de points faibles, il y a quand même aussi quelques changements. Non, je vais vous donner ce que moi je considère comme état positif. Entre autres, beaucoup de routes sont réhabilitées, il y a la création des emplois, des entreprises. Vous parlez des routes, madame. Et quelles sont des routes qui ont été construites? Je vous donne un exemple. Toujours l'histoire qui est connue de tout le monde. En 1960, Patrice Emery Lumumba voulait fuir le pays de Kinshasa vers Kisangani par véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux quitter Kinshasa pour Kisangani en véhicule? On pouvait quitter Lubumbashi via Bukavu pour rejoindre toujours Kisangani par véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? À l'époque de Mobutu, il y avait des navires, il y avait des bateaux sur le fleuve Congo qui quittaient Kinshasa pour Kisangani dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui il y a ces bateaux-là? On pouvait quitter Kinshasa pour aller en Équateur par bateau dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Nous avons plus détruit que construire. Nous avons beaucoup détruit que construire. Donc, ce qui est de positif dans tout ça, c'est que, au moins, je peux dire ici, sur votre plateau, que lorsque les colons quittent, ils nous avaient laissé un État. Le Congo, parce qu'à l'époque, le Congo n'existait pas. Ça, le Congo, c'est l'héritage belge, n'est-ce pas? Ils ont construit l'État. Mais ils ne nous avaient pas légué une nation. Vous voyez? Mais au moins, aujourd'hui, non, parce qu'à l'époque, il n'était pas possible pour quelqu'un, par exemple, du Congo central, aller et vivre facilement à l'est, à Bukavu. Mais aujourd'hui, nous avions consolidé cet acquis-là, nous avons consolidé l'État-nation, nous avons consolidé les nations, parce que nous avons tous un seul intérêt aujourd'hui, hein, c'est la fierté d'être Congolais. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'un Congolais du Congo central, il se sent heureux, il se sent fier d'épouser une Congolaise de Goma ou de Bukavu, qui est d'épouser, n'est-ce pas, quelqu'un celui qui est proche de l'autre côté de l'Angola. Quelqu'un de Bukavu, il se sent fier d'épouser quelqu'un de l'Équateur, qui est d'épouser celui qui est plus à quelques centimètres, à quelques mètres de lui, donc du Rwanda de l'autre côté. Donc c'est cette fierté-là d'être ensemble, d'être Congolais, n'est-ce pas? Et c'est ça même la force que nous avons, qui nous amène, qui a fait que notre pays ne soit pas balkanisé jusqu'à aujourd'hui. Donc cette fierté-là d'être Congolais. Donc vous voulez dire que les Congolais ne mangent pas le fruit de l'indépendance jusqu'à présent? Jusqu'à présent, non, madame. Jusqu'à présent, non. Monsieur Marius, quand même, il n'y a pas que de points faibles. Madame, il n'y a pas de point positif depuis que nous avions accédé à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui.
Qui est ce Congolais qui peut vous dire aujourd'hui que non, le salaire que nous avons, que je peux me permettre de nous les deux bouts du mois? Il n'y en a pas. Si le plan économique, parce que moi, permettez-moi de parler beaucoup plus économique, parce que c'est ce qui touche beaucoup plus au bien de la population. Combien de banques que nous avions créées qui appartiennent aux Congolais? Combien? Il n'y en a pas. Combien d'entreprises que nous avions créées pour donner de l'emploi aux Congolais? Il n'y en a pas. Toutes les entreprises que nous avons qui créent de l'emploi, ce sont des entreprises étrangères. Oui, c'est des entreprises étrangères. Tout ce que vous pouvez vous imaginer que nous sommes dans un pays où une délégation de ministres peut quitter le pays, aller chercher le maïs, n'est-ce pas, en Zambie, dans un pays étranger. Et pourtant, nous avons des terres arables qui est à mesure de nourrir toute l'Afrique dans son ensemble si on mettait seulement du sérieux. Donc, le problème, c'est au niveau de la mentalité des Congolais qui est toujours extraverti. Vous allez voir, madame, que quand un Congolais a un pouvoir aujourd'hui, la première des choses qu'il fait, n'est-ce pas, c'est de prendre des décisions qui vont dans le sens de donner des faveurs politico-économiques aux étrangers. Quand il a de l'argent, il a accès au pouvoir, à la crise de l'État, ce qu'il fait, c'est pour acheter des maisons à l'étranger. Ouais. Les routes que vous voyez à Kinshasa, par exemple, disons, par exemple, les routes, le boulevard qu'on crée, en quoi est-ce que c'est sur le plan économique est avantagé? Non, il n'y a pas d'intérêt économique. Les routes qu'on doit créer, ce sont des routes de dessert agricole qui normalement sont délabrées. Dans nos villages, dans nos territoires, nos populations, avec la force physique, ils parviennent quand même à produire, mais ils n'arrivent pas à évacuer leur production vers les lieux de consommation. Ça veut dire qu'il n'existe pas de routes. Et pourtant, à l'époque coloniale, toutes ces routes-là existaient. Les colons pouvaient produire, pouvaient pousser les Congolais au travail, les Congolais produisaient, et leur production pouvait sortir facilement les lieux de production vers les lieux d'exportation. Parce que Matadi, le port de Matadi, c'était un lieu qui facilitait l'exportation. Le port de Lobito, bien, voilà, ce sont des ports qui facilitaient l'exportation toujours. Je vous ai dit que l'économie, la façon dont les Belges ont tracé nos routes, c'était pour faciliter l'exportation et non pas pour faciliter l'intégration. Vous pouvez vous imaginer, madame, à Kinshasa ici, quand vous allez à Goma, 5 litres de lait, le lait frais, ça coûte entre 6 000 et 10 000 francs. Mais à Kinshasa ici, ça coûte 59 000 francs. Et c'est normal. La viande à Goma, 1 kilo de viande à Goma, c'est entre 4 $ à 5 $. Mais quand ça arrive à Kinshasa, c'est dans les 39 000 francs. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le moyen de transport n'est pas favorable. Pour faire sortir la marchandise à Goma via Kinshasa, il faut utiliser la voie aérienne. Oh, vous savez combien la voie aérienne peut coûter. Et pourtant, il y avait la facilité de créer des rails, de créer des routes. Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu. Et ces routes-là existaient depuis l'époque coloniale, mais malheureusement, on a tout tué. Ça veut dire que le problème ici, je situe ça à 2 niveaux, madame. C'est l'homme. Le président congolais. Fachi, hier, par rapport à son discours, il a dit qu'il est déterminé de poursuivre cette œuvre inachevée de nos pères. Donc, il y a vraiment un travail qui concerne tout le monde, non seulement les autorités congolaises, mais aussi la population, accompagner la vision du chef de l'État pour achever ou pour poursuivre l'œuvre que nous ont laissée nos ancêtres. Voilà. Vous avez, madame la journaliste, l'arrivée de président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, ça a suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais. Mais depuis qu'il est au pouvoir, vous êtes sans ignorer que la situation socio-politico-sécuritaire et économique des Congolais est désastreuse. Rien ne marche. Les lois qui sont censées régir la vie dans la société sont bafouées et violées. Monsieur Marius, vous ne voyez que de points faibles, mais il y a aussi de points forts. Il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. La gratuité de l'enseignement, madame, c'est une bonne chose. Et c'est un droit constitutionnel, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, c'est un droit constitutionnel. Mais au-delà de la gratuité, il faut aussi voir la qualité. Parce que la qualité passe par le bon traitement, n'est-ce pas, des enseignants. Comment sont traités les enseignants? C'est là où il y a aussi le problème. Mais comment à l'arrivée du président Fachi, quand même, les enseignants je vais vous donner un exemple, madame. Je ne vais pas citer le nom, mais dans certaines écoles conventionnées, n'est-ce pas, où l'État donnait quelque chose
et les parents aussi donnaient quelque chose, ça faisait en sorte que les enseignants puissent se retrouver avec un paquet qui pouvait leur permettre de nouer les 2 bouts de mois. La gratuité arrive, ce qui est une bonne chose et que nous saluons tous, arrive, supprime ce que les parents donnaient. Maintenant, l'État devrait compenser ce que les parents donnaient pour ajouter sur le paquet que les enseignants obtenaient. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Voyez. Et du coup, les enseignants, au lieu d'être des beaux enseignants dans la salle de classe, ils deviennent des beaux enseignants à la maison. Beaucoup plus sont devenus des précepteurs que des enseignants dans des écoles. Et vous allez voir tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui ont le pouvoir de l'État, leurs enfants ne sont pas dans les écoles de gratuité. Ils sont dans des écoles privées, là où l'enseignement se donne à de bonnes qualités. Et ce sont les enfants de nous, population congolaise, qui sont dans la gratuité, où il n'y a pas une bonne qualité de l'enseignement. Et du coup, vous allez voir qu'il y a une classe qui est en train de se dessiner pour gérer, n'est-ce pas, pour qui ont une bonne éducation, une bonne formation, au détriment de l'ensemble, n'est-ce pas, de Congolais. Les souhaits, pour moi, je considère le pouvoir de Fati comme un pouvoir transitionnel qui venait, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, une bonne base à celui qui pourra venir avec. Parce que le développement n'est pas quelque chose de 2 jours, madame Nancia. Tu vois, le développement, ce n'est pas quelque chose de 2 jours et de 2 mois. Le développement, c'est un processus qui s'étend sur un long terme. Qui s'étend sur un long terme. Et quand ça s'étend sur un long terme, le président, en tant qu'humain, il n'est pas éternel, il ne sera pas éternel. Il travaille, il pose des bases fondamentales, n'est-ce pas? Il pose des bases fondamentales. Et celui qui vient, il continue sur les pas qu'il aura laissé. Malheureusement, quand vous scrutez la façon dont nous sommes gérés, les détournements sont monnaie courante, la corruption sont pleins. Avec les détournements. Même si vous avez de bonnes intentions, mais si vous n'arrivez pas à éradiquer dans une économie les détournements, la corruption, si vous ne laissez pas une justice soit indépendante et travailler et comme il se doit, vous ne vous attendez pas au développement. Ne vous attendez pas à l'arrivée des investisseurs. Parce qu'on nous a parlé de créer, de créer les emplois et tout. Vous allez créer comment les emplois si les investisseurs ne viennent pas? Si les entreprises locales sont asphyxiées, n'est-ce pas, par des taxes. Parce qu'il suffit seulement de lancer une activité, madame Nancia, et mettre seulement un cadre dehors. Vous allez voir des services qui viendront vers vous, qui vont vous demander des taxes qui sont au-delà de votre capital, qui ne vous permettent pas, qui ne vont pas vous permettre, n'est-ce pas, de bien travailler et d'assurer le survie ou bien la survie de vos sociétés. Voilà, je vois vraiment que M. Marius a le souci de la population congolaise. Alors nous allons suivre le discours du chef de l'État qui s'est déroulé hier samedi et a été diffusé à la RTNC. On se retrouve juste après. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Voilà, alors Monsieur Marius, comment évaluez-vous ce discours ou bien qu'est-ce que vous en pensez au discours du chef de l'État concernant l'indépendance de notre pays? Il a dit qu'il est déterminé à la poursuite de l'œuvre de nos pères. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Non seulement ça, il a aussi évoqué la situation sécuritaire dans l'est de notre pays pour que la paix règne dans cette partie de la RDC qui attriste tout le monde. Oui, vous allez comprendre que le chef de l'État a commencé par saluer l'œuvre grandiose, n'est-ce pas, de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents qui se sont battus, n'est-ce pas, pour que nous ayons l'indépendance.
Et cette indépendance, selon nos aïeux, c'était pour notre liberté, pour notre bien-être, pour le développement et l'essor du pays. N'est-ce pas? Quand vous suivez même l'hymne national qui a été écrit à l'époque, ça va aussi dans le même sens. Mais quand vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, vous allez comprendre que nous sommes à côté, hein, de l'idéal de nos aïeux qui se sont battus pour l'indépendance. Aujourd'hui, notre pays est agressé. Aujourd'hui, notre pays est divisé. L'autorité de l'État n'est pas exercée sur toute l'étendue du pays. Et c'est compliqué. Le bien-être n'est pas accordé à la population. L'injustice bat son plein. Et quoi sais-je encore? Ici, beaucoup de naissances de partis politiques ici, qui ne contribuent rien aussi au développement de notre pays. On en appelle au sursaut patriotique de tout Congolais. Chacun a ce qui le concerne. Il doit savoir que ce qu'il fait doit avoir de l'impact positif sur le bien-être de son prochain, de ses compatriotes. Mais ce n'est pas un travail particulièrement personnel, mais c'est un travail collectif. Particulièrement, oui, madame. Qui implique et la population et les autorités congolaises. Et c'est pourquoi les autorités, ceux qui ont une partie de responsabilité, doivent être des exemples. Ils sont leaders, ils sont en train de gérer, et la population doit suivre ce qu'ils font. Il faudra que le pays travaille dans le sens de nous mettre dans une situation d'un état de droit réel. C'était ça le combat du chef de l'État, un état de droit. Et quand les lois sont respectées au pays, le reste ira de soi, n'est-ce pas? Il faudra que le pouvoir en place commence par combattre les détournements, la corruption et les injustices. Et si on arrivait à faire cela, à combattre ces maux, ces problèmes qui gangrènent notre vie de tous les jours, le développement sera au rendez-vous. Mais également de faire confiance aux Congolais et de décharger notre armée des infiltrations. Et à partir de ça, n'est-ce pas, on peut espérer à un changement positif. Donc, c'est nous n'avons qu'un seul pays. Et il n'y a que nous, Congolais, qui doivent faire couler notre sang pour défendre notre pays. Quel est votre dernier mot pour aujourd'hui concernant le bilan du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays qui marque la libération nationale du Congo, bien sûr que oui, ou de la RDC actuelle? Oui, le bilan est largement négatif. Quand même posez des questions à des scientifiques, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le pouvoir actuel, parce que quand vous analysez tous les pouvoirs, vous allez voir que personne n'a mieux fait. Personne n'a mieux fait. Vous voyez? Le bilan est largement positif et cela implique tout le monde à tous les niveaux. Parce qu'aucun de ces pouvoirs, Mobutu, Kabila père, Kabila fils et l'actuel pouvoir, n'est arrivé à donner à la population le bien-être. Personne n'est arrivé à avoir le contrôle total, n'est-ce pas, de notre territoire. Personne n'est arrivé, n'est-ce pas, à instaurer un état de droit. Personne n'est arrivé, n'est-ce pas, à combattre les injustices, le détournement, les corruptions. Donc la libération n'a pas toujours de sens. Non, en fait, nous avions réussi, n'est-ce pas, l'indépendance. Mais dans nos têtes, nous demeurons toujours dépendants, n'est-ce pas, de tel ou tel autre pays. Nos dirigeants, c'est pourquoi nous souffrons, je vais citer par là, d'un problème de leadership. Il faut faire le leadership, il faut faire la différence des leaders politiques et des leaders qui sont des leaders de direction. Vous voyez? Ceux qui nous dirigent. Un véritable leader politique comme Patrice Lumumba, il a une vision qu'il cherche à imprimer pour le bien-être. Mais ceux qui dirigent, ils sont là, ils répondent, n'est-ce pas, à des dictats de ceux qui le placent au pouvoir. Parce que vous allez voir en Afrique, beaucoup de dirigeants africains sont placés au pouvoir par des Occidentaux et ils servent les intérêts des Occidentaux au détriment des intérêts de leur population. C'est là qu'il y a le problème. Et pourtant, tout ce que nous pouvons avoir comme richesse, comme bien, doit concourir au bien-être de notre peuple. C'est là qu'il y a le problème. Au plus la population se retrouve, plus il y a la paix, plus il y a la quiétude, plus on se développe. Mais plus la population ne se retrouve pas, plus il y a des grogne, plus il y a des soulèvements, plus il y a de ceci, plus il y a de cela. Mais on doit se battre pour récupérer la gestion totale de notre pays.
et être derrière nos FARDC, donner la force à notre FARDC, parce qu'ils ont comme mission régalienne de défendre nos territoires et de nous sécuriser. Nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons que la RDC et nous devons travailler pour renverser la tendance, afin que tout ce que nous avons comme richesse, comme bien, puisse bénéficier tout d'abord à la population congolaise, afin de bénéficier à d'autres personnes. Ça veut dire que nous pouvons produire, nous consommons notre production et ce qui reste, on vend à l'extérieur. Plus nous vendons à l'extérieur, madame, plus on fait entrer des devises, plus il y a des devises, plus notre monnaie prend de la valeur. Ok. Ouais. Et puis les problèmes que nous avons, les problèmes de taux d'échange. En tout cas, Hein? M. Marius a beaucoup à dire pour que le Congo puisse profiter ou bien pour que le Congolais puisse manger le fruit de notre indépendance. La lutte de Patrice Emery Lumumba doit être achevée, n'est-ce pas? Alors que chacun joue son rôle pour que nous puissions manger le fruit de la libération nationale du Congo. Voilà. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale 30 juin. Merci pour votre aimable attention. Suivez l'intégralité de cette émission sur YouTube. Allez sur YouTube et tapez Mondico Télévision. Vous allez en tout cas suivre et donner aussi vos points de vue concernant le discours du chef de l'État. Restez toujours branchés parce que le programme continue sur votre télévision Mondico. Alors nous vous souhaitons bonne fête de l'indépendance et profitez bien, soyez heureux. Accompagnons notre chef de l'État pour la poursuite pour la poursuite de l'œuvre de nos pères. Monsieur Marius, vous voulez dire un mot? Merci beaucoup, madame la journaliste. Ouais, cette journée est passée comme ça. Normalement, depuis la semaine qui vient de s'achever, devrait être une semaine de réflexion dans des universités, des conférences pour réfléchir de fond en comble sur les problèmes que nous avons. Bien sûr que oui. Et sur les acquis de l'indépendance, mais malheureusement, c'est passé presque inaperçu. Donc c'est passé comme une journée ordinaire. C'est pas normal. D'accord, monsieur Marius, c'est vraiment une journée de réflexion, une fête de réflexion concernant le développement de notre pays. Alors, bye bye. Indépendance.